Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Valérie Servant, photographe sur mesure. Mon invitée du jour a eu une autre vie professionnelle avant la photographie, comme styliste et directrice de casting dans la mode. Elle a été un des précurseurs du casting de rue et a côtoyé à cette époque des grands noms de la photographie. Elle a un œil particulier et un vrai talent pour trouver et décrire la beauté non conformiste. Dans cet épisode, nous allons parler de son côté maman poule pour ses modèles, de Piet Mondrian, de sa passion pour les livres photos qu'elle ne sait même plus où ranger, de Ouija, de son intolérance pour les photos de travers, sauf dans le cas de Ouija, et de son admiration sans borne pour Julien Apruzès, qu'elle a découvert ici, mais dont elle a vraiment beaucoup de mal à prononcer le nom. Bienvenue dans l'œil de Valérie Servant. Bonjour Valérie. Bonjour Julien. Je suis content de t'avoir depuis le temps qu'on essaie de caler ça. On va commencer directement dans le vif du sujet. Qui es-tu Valérie et d'où viens-tu ? Donc je suis Valérie Servant, je suis photographe. C'est la deuxième partie de ma vie professionnelle, mais c'est celle vers laquelle tout mon parcours tendait depuis le début. Je m'explique, moi. C'est une histoire d'amour, la photographie pour moi. Elle a commencé quand j'avais 10 ans, avec un cadeau de mes parents qui était un appareil Polaroid, un bon vieux Polaroid, et je me suis mis à shooter tout ce qui m'entourait. Et puis, de là, scolairement, du coup, j'ai décidé de suivre, des filières, artistiques. Donc c'était, lettres et arts plastique, jusqu'au bac. Et ensuite, je suis rentrée en fac d'art plastique à Saint-Charles, le Panthéon, toujours avec option photographique. Je vais pas dire mon âge, mais à l'époque, c'était de l'argentique. Le numérique n'existait pas, les ordinateurs, pas non plus pour le grand public, donc c'était de l'argentique. Et donc j'ai eu des professeurs, un professeur excellent qui est Paul Armangette, qui est quelqu'un qui a été exposé au centre d'art, Georges Pompidou à Beaubourg. Et voilà, de là, j'ai fait une licence en esthétique, donc la science du beau. Et j'ai commencé une maîtrise sur, mon maître à penser, mon maître à composer, mon maître à cadrer, mon maître à beaucoup de choses, qui est un peintre que j'ai découvert quand j'étais au lycée et qui est Piet Mondrian. Voilà, Piet Mondrian, les théories du néoplasticisme qui influent encore et toujours, mon système de pensée, qui est une recherche d'équilibre parce que je crois que le juste et la justice se trouvent dans l'équilibre. Voilà, c'est de là que tout est parti. Je mettrai des liens dans les notes d'épisode pour les gens qui veulent découvrir de quoi tu parles. Voilà, et ensuite j'ai terminé, mes études. De là, à Paris, je connaissais pas grand monde, j'avais pas un rond et je me suis dit: «Être photographe, c'est pas la peine». J'ai pas le réseau, pas les moyens, donc de fil en aiguille, un peu par hasard, je me suis retrouvée dans un bureau de presse. Alors les bureaux de presse, c'est là où on communique sur telle et telle marque, mais c'est aussi là dans la mode où les créateurs déposent leurs vêtements pour qu'ils soient empruntés par des rédactrices de mode qui vont les sélectionner pour les faire prendre en photo par des photographes connus, pour des magazines connus. Donc de là, des photographes venaient, emprunter les vêtements, notamment des photographes entre guillemets «un peu débutants» qui les empruntaient le week-end pour ce qu'on appelle des tests avec pareil des mannequins qui avaient besoin de constituer leur book. Et ces photographes m'ont dit: «Ah là là Valérie, tu es toujours super lookée, tu as toujours des dégaines, pas possibles et géniales, est-ce que tu veux pas faire le stylisme pour nous?» Je dis: «Je sais pas ce que c'est». Ils m'ont dit: «Bah c'est ça, ça, ça». J'ai dit: «Bah why not, banco, après tout j'ai rien à faire ce week-end, on va faire ça». À l'attaque. Et voilà, et même pas peur. Et de là, je suis devenue styliste photo, à assez haut niveau, ça a été ma carrière pendant à peu près 20 ans, je crois, je sais plus, je compte pas moi en années. Hem Et directrice de casting aussi, spécialisée en casting de rue. Parce que, quand on fait des séries mode, on les fait avec des mannequins et moi à l'époque, c'était l'époque des mannequins stars, des Naomi Campbell, Claudia Schiffer, tout C'était ça. mon adolescence. Alors, voilà, c'était l'époque du grand Peter Lindbergh qui nous a quittés. Heu et en dehors de ces filles-là, les mannequins qu'on me proposait
me parlaient pas. C'est pas qu'elles me plaisaient pas, hein, elles étaient toutes très, très belles, hein, mais elles me parlaient pas parce que trop jeune, parce que trop maigre, parce que plein de choses qui me faisaient pas qui me parlaient Ça pas. te faisait Moi, pas j'avais rêver? besoin de pardon? Ça te faisait pas rêver? C'est pas que ça me faisait pas rêver, c'est que, moi j'aime bien les histoires et c'est de là qu'est venu le casting de rue. C'est-à-dire que quand je voyais quelqu'un passer dans la rue, il y avait des personnes, je me disais: «Waouh quoi, cette personne je peux la voir dans un film, je peux imaginer un roman autour d'elle. Qu'est-ce que c'est sa vie? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit» voilà et moi j'avais besoin de gens, qui dégageaient quelque chose, heu, qui fait que je pouvais monter tout un scénario autour, donc des gueules finalement. Du coup, j'ai commencé à choper des copains, des copines, des gens dans les bars, des gens en boîte de nuit, pour les faire photographier par les photographes avec qui je travaillais et looker dans des fringues de créateurs, hein, du Dior, du Gaultier, et cetera. Et puis, bah, il s'est avéré que j'ai été repérée par, un créateur majeur qui est pas très connu du grand public, mais qui a une place, de premier ordre dans le milieu de la mode, qui est Martin Margiela. Qui est quand même un peu connu, hein, tu dis là. Alors pas du grand public, quand j'en parle autour de moi par ici, là où je suis, genre, on sait pas qui c'est. D'accord. Moi, le nom m'a sauté aux yeux et j'ai dit: «Ah bah si, quand même, c'est bien». Voilà et donc Martin, quand j'ai découvert son travail, c'était l'époque où j'entendais des rédactrices de mode, excusez-moi les copines, hein, c'est les années 90, qui disaient: «Oh, on a mis 3 paillettes sur un pull, on adore le concept!» voilà et moi ça me perturbait un petit peu parce que je sortais d'une fac d'art plastique où je faisais des dossiers, des analyses et des choses comme ça sur, carré blanc sur fond blanc de Malevich et je trouvais que le concept, il était plus côté Malevich quelque Ouais. part. Donc ça me perturbait un petit peu et du coup, j'ai découvert Margiela et j'ai dit: «Ah ouais, non mais là, en termes de concept, on peut parler de concept» et je suis tombée en amour, pour son travail et un jour et j'ai été convoquée par son bureau de presse qui m'a dit de venir avec mon book. Faut savoir qu'à l'époque, obtenir des vêtements de Martin Margiela pour faire des photos, c'était très, très compliqué parce que Martin, son bureau de presse était très, très sélectif. Il préférait être dans un magazine ultra pointu, ultra branché que dans du Madame Figaro, par exemple. Ils étaient très, très sélectifs sur leurs photographes, sur les thèmes qu'allait servir la série photo, et sur les stylistes aussi et donc réussir à rentrer dans le bureau de presse de Martin Margiela pour avoir des vêtements, c'était un peu, un sésame, ce que j'avais réussi à obtenir. Donc le jour où ils m'ont convoquée avec mon book, sans que je sache trop pourquoi, en me disant juste: «On veut te voir toi et ton book», j'ai un peu paniqué parce qu'effectivement, à l'époque, dans mon book, il y avait pas de mannequin star. Ouais, mais en plus, c'est même pas toi qui as demandé à venir, c'est eux qui t'ont appelé. C'est eux qui sont venus me chercher et j'ai un peu paniqué. Je dis: «Ça y est, c'est fini, ils me prêteront plus jamais de fringues, c'est la fin du monde». Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Ils tournaient les pages et ils disaient: «C'est qui cette mannequin?» et là, moi, toute bafouillante, «C'est une copine». «OK». Ils tournent la page: «C'est qui lui?» «Un gars que j'ai trouvé dans un bar». «OK, c'est qui?» et ainsi de suite et là, j'étais en train de me décomposer et en fait, ils ferment le book, ils disent: «Bah, voilà, nous, c'est ce qu'on veut parce que nous, on fait que du casting de rue et on aime, les gens que tu choisis, c'est des gens qui nous parlent et on a besoin de quelqu'un qui nous trouve des mannequins femmes pour les défilés printemps-été et automne-hiver, donc 2 fois par an et quelqu'un qui nous trouve des mannequins hommes pour les défilés printemps-hiver, printemps-été et automne-hiver, donc 2 fois par an aussi et c'est comme ça que je suis devenue la directrice de casting, casting de rue, casting sauvage. J'aime pas le mot sauvage parce qu'il y a rien de sauvage dans tout ça. Au contraire, c'est très bienveillant. Donc la directrice de casting de Martin Margiela pour, je sais pas, facilement une décennie. Ce que ça Voilà. m'inspire, cette histoire, et je trouve toujours ça dans tous les succès de photographes, en tout cas tous ceux que j'ai pu interviewer qui ont un profil un peu atypique, c'est que tu as fait ce qui te plaisait et qu'au Mmh. final, c'est grâce à ça qu'on t'a retenu. J'ai suivi, je suis quelqu'un d'assez entier, heu et je sais pas très bien faire ce que j'aime pas, ce que je ne cautionne pas, plus exactement. Donc à un moment, ben, je vais, là où j'aime et donc bah, ouais, peut-être j'en fais un petit peu qu'à ma tête, sur certains à ce niveau-là et à cette époque-là. Mais Mais ça te réussit j'ai eu bien. de la chance et ça m'a porté bonheur, quoi, parce que, finalement, c'était une démarche qui était très, très sincère et très, très honnête et c'est ça qui a payé et je veux continuer à croire que c'est la sincérité et l'honnêteté qui payent, même encore aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Voilà, donc c'est ouais, c'est un joli conte de fées. Ça l'a été pour les gens que j'ai castés parce que
Beaucoup, c'est devenu, bah, j'étais un peu maman louve et c'était un petit peu ma petite meute de loups et beaucoup ont trouvé du boulot, et des boulots intéressants grâce à ça. Heu et voilà, dans les gens que j'ai en casting de rue, il y en a qui aujourd'hui sont des comédiens et comédiennes françaises connus. Heu, C'est pas mal quand on est juste sorti boire un café un matin et qu'on t'a c'est ça, croisé par hasard et que ouais. finalement t'es comédien connu grâce à ça. Bah, en fait, tu as une petite nana d'1,54 m qui était perchée sur du Louboutin de 12 qui te courait après en talons aiguilles dans la rue. Elle disait: «Excuse-moi, excuse-moi, je fais du casting de rue, tu as 2 minutes à m'accorder? Je t'explique». Et voilà, et donc je Et ta sortais vie avec change. un armada, hein. Leur vie a Pour certains, la vie a changé, pour d'autres, c'était juste, une aventure sympathique. Ils savaient que 2 fois par an, ils allaient s'éclater parce qu'ils étaient très, très bien traités par Martin et toute son équipe et du coup, comme ils étaient, repris régulièrement, bah, ils se faisaient des copains. Il y a des couples qui se sont créés, des enfants qui sont nés et voilà. Non, non, vraiment, c'est très chouette et moi, ça me plaisait de croire que j'étais un petit peu une petite étoile porte-bonheur, Au-dessus de ces pour toutes gens-là. ces personnes. Ouais, ouais, ouais. Et c'était, aussi, ce qui était très important pour moi et c'est pour ça que je faisais du casting de rue, c'est que pareil, je recontextualise, c'était l'époque des mannequins stars. Moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'on voyait pas de femmes âgées et d'hommes âgés, alors que j'ai toujours adoré ce que j'appelle les mamies chic. Ces petites dames qui sortent, faire leurs courses, qui sont pouponnées, super mignonnes avec le cheveu bien mis, le maquillage bien propre, la petite tenue, bien ajustée, bien assortie et je regrettais que dans la mode, finalement, on ait que du 16, 25, 30 maximum, toujours les mêmes têtes, enfin toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes profils plus exactement. Moi, j'avais envie de voir des vieilles dames, des vieux monsieur, j'avais envie de voir des nez cassés, des barbus à l'époque. Maintenant, il y en a partout des barbus. À l'époque, il y en avait pas. Heu des gens de couleur aussi, on n'en avait pas. L'esthétique, c'est la science du beau et en termes d'humanité, je vais rentrer dans quelque chose que beaucoup de gens, savent à l'heure actuelle, mais c'est que quelqu'un qu'on considère comme étant une beauté, c'est quelqu'un qui répond à des critères socio-économiques. Grosso modo, à la Renaissance ou un petit peu avant, être une femme belle, c'était être une femme, qui était pas du tout comme celle de maintenant. C'était celle qui était bien en chair et très pâle de peau. Ça voulait dire bien en chair qu'elle mangeait bien, donc elle était fortunée, bourgeoise ou noble et pâle de peau, la peau très blanche, ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin de travailler, qu'elle n'était pas au champ. Ça veut dire qu'elle était à l'abri du château ou de la maison bourgeoise. C'était ça une femme belle. Aujourd'hui, une femme belle, c'est l'inverse, mais ça veut dire aussi que ce sont des femmes qui ont les moyens de s'entretenir, de manger correctement, d'aller au sport, de voyager, et cetera. Ça répond toujours à des critères socio-économiques et pour moi, le siège de la beauté n'a jamais été là. Pour moi, le siège de la beauté, il est dans l'âme. Et dans le caractère, le persona. C'est pour ça que je cherchais des personnages, en fait, voilà et que je les immortalisais pour mes castings avec mon vieil ami le Polaroid, Qui t'a jamais quitté. qui ne m'a jamais Tu l'as quitté. encore aujourd'hui, le Polaroid? Non, je l'ai plus, mais j'en ai un autre très joli qui trône devant moi sur mon étagère. Alors il fonctionne plus et c'est un beau Polaroid à soufflet. Alors c'est pas le SX, que j'adore, mais c'en est un autre et j'en ai toujours un là. C'est un peu mon porte-bonheur. C'est mon histoire, le Polaroid, au départ. Il y a un lien fort avec cette marque. Ouais, oui, bah, c'est l'instantané et puis c'était la photographie accessible, quoi. Même si les cartouches de Polaroid coûtent Ouais, une ça n'a fortune. pas changé ça. Voilà, donc ça, c'est le parcours. Ok, donc tu étais chez Margiela, tu as passé 10 ans à faire le casting. Mmh. Et En après? freelance, hein, parce que je faisais pas que Margiela. Et après ça? Après ça, j'ai quitté la mode. Margiela déjà a vendu sa société à Diesel, la marque Diesel de jeans. De là, ils ont ressenti le besoin de poser leur empreinte, hein, c'est normal. Donc du coup, ils ont pris une autre directrice de casting et les autres personnes qui me contactaient pour du casting de rue, j'aimais pas du tout leur approche. Ils voulaient du casting de rue finalement parce qu'ils estimaient que ça pouvait leur revenir moins cher de prendre, des gens, sortis, de De nulle Paris comme part, ça ouais. un peu au hasard, de nulle part et de partout, plutôt que des mannequins où c'est quand même très, très tarifé.
et assez réglementé, Dieu merci pour eux. Et donc je commençais à avoir des propositions, où on voulait quelqu'un qui soit disponible pour une matinée, c'est-à-dire, les fittings, donc les essayages, la répétition et cetera, le défilé qui allait être photographié, dans tous les sens, sur le podium et puis pour les catalogues, des créateurs et qui allait être payé avec un t-shirt. Non, non, c'est non. Ouais, puis c'est quelque chose que tu as emmené avec toi dans la photographie, malheureusement, ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est les mêmes genres de propositions on peut retrouver parfois en tant que photographe sur certains jobs. Oui, mais après, même dans la mode, hein, alors pareil, les gens rêvent beaucoup sur la mode, les paillettes, les fêtes, le champagne, tout ça. Non, la mode, c'est un milieu où, il y a beaucoup de précarité finalement, parce que c'est un milieu où on travaille, beaucoup gracieusement. Alors après, dans la mode, c'est quand tu es styliste, c'est un peu une comment dire? Un passage obligé. En fait, dans la mode, tu gagnes ta vie sur, bon, moi, les castings puisque j'étais, sollicitée spécifiquement pour ça et sur la publicité et il s'avère que les marques, alors les directeurs artistiques des créateurs ou des différentes marques, hein, ça peut être un créateur comme ça peut être une marque de voiture. Mais les directeurs artistiques des agences de publicité aussi. Comment ils choisissent un photographe et une styliste pour une campagne de publicité? Ils feuillettent les magazines. Là, ils ont un coup de cœur sur une série mode. Ils lisent qui est le photographe et qui est la styliste qui ont réalisé cela et à ce moment-là, entrent en contact et c'est là où on est payé. D'accord, donc ça a marché dans un domaine, un jour. Oui, jusqu'au jour où et c'est ça qui m'a fait arrêter, le métier, jusqu'au jour où ça a été la fois de trop, où un matin, mon téléphone sonne: «Valou, il y a ta photo». Donc je précise, ce n'est pas ma photo. J'étais styliste à l'époque, hein, la photo de mon photographe sur un concept qu'on avait mis en place tous les 2, qui est partout dans le métro en 4x3 et qui est affiché en très, très grand, sur la devanture d'un grand magasin. OK. Mais c'est pas ma f c'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Mais on l'a vu dans ton book, on l'a vu dans tel magazine où tu l'as publié. Je fais: «Non, c'est pas moi et c'est pas ce photographe-là». Donc je sors, je vais voir et effectivement, ça ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qu'on avait fait avec, mon photographe et là, je me rends compte rapidement que ça avait été fait, par une agence de publicité que j'avais démarchée quelques mois auparavant. Avec mon book et qui, comme toutes les agences, demandait s'ils pouvaient faire quelques photocopies de mon book pour avoir, souvenir de moi et une trace et j'ai dit oui et là, bah, en fait, plusieurs mois plus tard, ils ont récupéré, cette idée qu'on avait eue, ils ont changé plusieurs choses, parce qu'en photographie, il faut le savoir, une photo n'appartient plus à un photographe à partir du moment où on change 3 choses, 3 points dedans, je crois. Donc le photographe, pour revendiquer son image, s'il y a 3 points, il me semble, à vérifier, hein, faudrait peut-être demander à Joël, Verbruch, je sais plus. S'il y a 3 choses qui ont été, modifiées, changées, ça n'appartient plus au photographe, ce n'est plus son image. Voilà, donc là, on est passé, bah, c'est comme au Monopoly, hein, on n'est pas passé par la case départ, on n'a pas touché Les 20 000 euros. on n'a pas touché les bons numéros et puis voilà et puis ça une fois, une autre chose une autre fois, et ainsi de suite et moi j'étais arrivée au bout. J'ai dit, «De toute façon, ce que je voulais dire, je l'ai dit». Je voulais montrer que la beauté ne résidait pas dans des critères socio-économiques, c'est fait. J'ai montré qu'on pouvait très bien mélanger une veste Chanel avec un treillis, militaire acheté dans un surplus ou aux puces de Montreuil à 10 balles. J'ai montré qu'on pouvait mettre des talons aiguilles avec un jean plein de trous. J'ai montré qu'on pouvait avoir, 70 ans, être super belle, super classe et s'habiller comme on voulait. J'ai montré que voilà, que, la beauté, c'était une question de personnalité avant d'être une question de critères socio-économiques et donc quitte à pas gagner beaucoup d'argent et Autant ben, autant devenir que j'aille faire ce photographe. que je veux faire. Pardon? Autant devenir photographe qui t'a pas gagné beaucoup d'argent. Exactement, mais c'est ça! Autant retourner vers, mon 1er, ma première motivation, ma première vocation, mon premier amour qui est la photographie finalement. Peu importe, après tout, j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense que j'ai aidé des femmes qui étaient rondes aussi, parce que j'ai fait photographier des femmes rondes. Donc moi je suis contente, mon message il est passé, donc je pouvais partir la tête haute. Je préférais partir la tête haute que devenir quelqu'un d'amer et plein de regrets et Plutôt que de partir sur un coup dur, t'es parti au moment où toi t'as choisi de partir.
Oui, partir sur un coup dur ou partir sur l'usure, devenir quelqu'un qui avait plus rien à dire, c'était pas, non, c'était pas intéressant. Donc je suis partie et je suis partie, vers mes premiers amours qui étaient la photo. D'autant que, vu que ça a duré très longtemps, en étant styliste photo, j'ai quand même rencontré, des centaines, de photographes. Et donc, tu as eu accès à la formation, à la source. Voilà, exactement. C'est-à-dire que j'ai collaboré, j'étais le partenaire, pardon, de photographes qui avaient quand même des signatures très, très fortes et qui étaient quand même pas des mauvais photographes puisqu'ils étaient, sollicités par des magazines et des publicitaires. Donc, c'est un milieu qui est très, très dur, hein, se faire reconnaître comme photographe, dans la mode, à Paris, c'est pas évident, hein, on sort pas du lot comme ça. Beaucoup Donc, d'appelés, très peu d'élus. exactement, donc du coup, j'ai pu travailler quand même avec des hommes et des femmes de les photographie qui étaient des gens, exceptionnels, chacun à leur façon et j'ai appris beaucoup rien qu'en travaillant avec eux, en travaillant pour eux. Donc quelque part, moi, ça tout ça, c'est une histoire aussi de nourriture, c'est-à-dire que ce soit le casting de rue ou, mes expériences avec tous ces photographes-là, ça m'a nourrie. Ça m'a nourrie, ça m'a appris à me poser les bonnes questions, à aiguiser mon regard, aiguiser mon esprit, à me dire: «Pourquoi on fait telle image? Qu'est-ce que ça dit, telle image? Qu'est-ce qu'on raconte avec cette image-là?» Parce que je trouve qu'on il y a une responsabilité aussi dans les images qu'on diffuse. Donc c'était important pour moi et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et c'est des très, très beaux souvenirs, hein. J'ai rencontré des gens formidables, Et voilà. ça t'a forgé. Et Ça ça a m'a f forgé ton œil. ça a forgé une partie parce que pour moi, c'est the never ending story. Je pense que photographe, c'est un métier où le photographe est constamment en devenir. Ça s'arrête pas. On doit constamment évoluer, on doit constamment être alerte. Se remettre Pas en en question. alerte, mais alerte, oui, regarder, ce qui se passe. On doit se nourrir d'images, se nourrir de photographes, se nourrir aussi de textes, de philosophie, de plein de choses Et progresser en permanence, peut-être aussi. pour pour progresser constamment. Exactement. C'est une des choses que j'ai toujours craint, c'est de développer un style très personnel et de rester verrouillé dans ce style et que dans 10 ans, quelqu'un dise tiens, ça c'est Julien il y a 10 ans. Alors, ça, c'est une grande question. C'est-à-dire que moi, pour ma part, c'est la question de la signature photographique, j'ai envie de te dire. Heu, pour ma part, quand je regarde mon travail, j'ai conscience de sa qualité, hein, bien sûr, puisque j'y mets, beaucoup de cœur, beaucoup de soin, je suis très perfectionniste et cetera. Mais, j'ai parfois du mal à me dire que j'ai une signature photographique. En revanche et c'est là que c'est super, c'est que je l'ai par retour. C'est-à-dire que régulièrement, j'ai un client ou un ami ou quelqu'un qui me dit: «Ah, j'ai vu cette photo-là, quelque part sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est toi qui l'as faite». Je fais: «Mais comment tu sais ça?» Il fait: «Bah, j'ai reconnu ton style» et là, je suis assez estomaquée parce que moi, je le vois pas mon style. Voilà, à un moment, ton identité, ta signature photographique, tu l'as et tu pourras toujours évoluer, elle sera là. Ça se parce que, je sais plus qui disait ça, quand on prend une photo, on se prend soi-même aussi en photo. J'ai une phrase là-dessus, mais je te la dirai au moment où on va parler de ce point D'accord. précis. Donc du coup, tu es venu à la photo professionnelle, j'insiste bien sur le professionnel, assez tard finalement dans ta carrière. Faut savoir que, j'ai toujours eu un appareil photo. Après le Polaroid, j'ai eu les petits compacts, Sony là, les petits Cybershot, voilà, ça me rappelle, Cybershot. J'avais des appareils argentiques, hein, puisque quand j'étais en fac d'art plastique, j'ai travaillé l'argentique et donc j'ai toujours photographié, mais sur mon temps libre. Mes sorties, je faisais beaucoup de comment on appelle ça? De la street photographie, de la photo de rue. Voilà. Simplement, je n'osais pas me revendiquer comme photographe. J'estimais que je n'en avais pas la légitimité. J'avais peur d'être pas assez bonne techniquement, que mon œil ne soit pas assez aiguisé, assez juste et que ce qui, moi, me faisait, vibrer quand j'arrêtais l'instant avec l'appareil photo, finalement n'intéressait que moi. Donc je suis restée très, très, très timide très longtemps là-dessus, donc je le faisais de mon côté. Mais en fait, la photo a toujours été là. Mais discrète, en coulisses, un peu cachée, j'osais pas. Est-ce que c'est le fait que tu n'avais pas de formation qui te complexait ou...
Ouais, ça et puis, ça, parce que j'apprenais toute seule. Le numérique, au départ, j'ai appris toute seule et ça et puis parce que je me suis toujours nourrie, des autres photographes, des livres, des vidéos, des reportages, sur des grands photographes, plus ou moins grands, hein. Après, voilà, mais j'ai toujours regardé, vers le haut et du coup, je me sentais toute petite. Enfin, je sais pas, quand on voit le travail d'un Depardon, heu, qu'est-ce qu'on fait nous? Ouais. C'est sûr que si tu te compares de pardon, tu as l'impression d'être tout petit. Ça, il n'y a pas de, y Ouais, a pas de doute. voilà, bon, Depardon et d'autres, hein, mais même, par rapport aux photographes avec lesquels j'avais travaillé, par amour et par respect pour eux, je me sentais toute petite aussi. Donc c'était très discret et puis, des amis voyaient mes photos à la maison entre nous, voilà, ou quand je sortais, je leur montrais sur l'écran et ils me disaient: «Mais Valérie, ce que tu fais, c'est super bien, quoi, il faut le montrer». Donc bon, du coup, bah, j'ai arrêté la mode, je me suis retrouvée dans un boulot alimentaire, hein. J'étais vendeuse, pour un créateur japonais. De là, je me suis dit que, ben, moi, qu'est-ce qu'il me fallait pour croire en ma légitimité? C'était peut-être une formation et une validation, d'autres professionnels. Donc, j'ai fait un FONGECIF à l'époque, que j'ai décroché, ce qui était assez rare, hein, en photographie parce que c'était une formation d'un an dans une école qui coûte assez cher et donc j'ai décroché un FONGECIF et je suis partie en formation, enfin à l'école. Je suis repartie à l'école, j'avais 40 ans, hein, je crois, en 2009, et je suis rentrée chez Speos Photographie qui a, donc début une école à Paris et qui a aussi une école à Londres maintenant et pendant un an, j'ai réappris toute la photographie. Depuis la base. Depuis la base, les élèves qui étaient sélectionnés, c'était quand même sur dossier aussi. Il y avait pas que le côté tu peux payer, tu rentres, hein, fallait quand même avoir, quelques photos, à Il présenter y avait quand même un et book à montrer à l'entrée. oui, 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 oui et un discours qui va avec. Je fais ces photos-là, pourquoi? Qu'est-ce que je cherche à raconter, quoi? Est-ce que c'est une école plutôt artistique, Speos, ou c'est une école qui te prépare à la vraie vie, on va dire, de photographe, du métier de photographe? Eh ben, les 2. C'est-à-dire que tu as, des cours de studio, des cours de photojournalisme, tu as des cours de retouche photo, formation à Lightroom, Photoshop. Tu as des cours aussi sur, la partie pour, impression. J'ai eu un professeur qui était fabuleux, qui nous montrait, qui nous apprenait à calibrer les écrans, à connaître les machines pour les impressions, les différents profils, colorimétriques et ce monsieur-là n'était autre que le monsieur qui faisait les tirages de Sebastião Salgado. Donc il y avait du niveau quand même. Du lourd et en identité visuelle, on avait un cours, d'identité visuelle. Notre professeur, c'était un monsieur qui venait du board, de Magnum. C'était une vraie bonne école où tu as pu trouver cette Voilà, légitimité qui t'avait ouais. manqué plus tôt, en fait. C'est ça, donc tu pouvais très bien choisir de te diriger vers une vocation artistique, d'exposer, de faire des livres et cetera. Comme tu pouvais te diriger vers la photographie d'architecture, comme, vers la photographie, de produits, de nature morte, de culinaire ou, vers le photojournalisme parce qu'il me semble que l'école, a aussi un partenariat avec Paris Match et Polka Magazine. Les membres du jury de fin d'année, ton book, tu le montres à des gens qui viennent de chez Polka. Moi, il y a, quelqu'un qui a un poste, toujours très important chez Polka, qui a regardé mon travail et qui a estimé si oui ou non, j'avais droit à mon diplôme. Et il a dit oui. Il a dit oui. C'est bien. C'est bon À ma signe, c'est à encourageant. ma à ma grande surprise et joie. Voilà, donc c'était une école sérieuse et moi, ça m'a permis de me dire: «OK, maintenant je suis légitime». Ça m'a permis de m'autoriser à être photographe, ce que je ne m'autorisais pas avant cela. Tu parles également, tu as été retoucheuse pro pendant un temps suite à cette Oui. école-là. C'est, c'est, c'est quoi la différence par rapport au métier de photographe finalement? Ça se touche, mais C'est que tu travailles pour les autres photographes, et que donc tu dois quand même avoir un certain niveau en retouche, c'est-à-dire que déjà, tu dois connaître les bases. Je retouche pas sur mon arrière-plan. est-ce que ça te permet également de te sentir plus légitime peut-être? Pardon? Est-ce que ça t'a permis également de te sentir plus légitime? Parce que finalement que des Oui, photographes non, te fassent confiance. oui, oui, tout à fait, que des photographes me fassent confiance, que des marques me fassent confiance, que, des sociétés
qui gère, plus de 2 000 photos par jour me fasse confiance retouche pour faire que ces produits soient présentables sur le site, heu, ou en catalogue, oui. Et c'est surtout que moi, de toute façon, c'était pas un but ultime pour moi. C'est que, il y a une vieille école, hein, il y a beaucoup de gens qui sont contre la retouche photo, gna 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 gna, Il y en a autant qui sont pour, il y a autant d'avis qu'il y a de autant personnes qu'ils sur sont terre, hein. pour et cetera. J'ai écrit un article sur mon blog à ce sujet. Heu, du temps de l'argentique, avant d'aller faire une photo, je choisissais mon film. Alors j'allais en noir et blanc, je choisissais une Ilford ou une, Fuji, qui allait plus aller sur de très, très belles et nombreuses nuances de gris, ou qui allait plus aller sur moins de nuances de gris, mais des noirs très noirs, des blancs très blancs, pour le noir et blanc. En couleur, je choisissais une Kodachrome ou pareil une autre Fuji qui allait avoir des couleurs saturées, ou, une dominante plutôt jaune, plutôt vert, plutôt rouge, peu importe. Je choisissais un film qui avait une identité en correspondance et en cohérence avec ce que je voulais photographier. Donc c'était de la retouche préemptive. Exactement, c'est-à-dire que le labo était en a avant et pas après. Aujourd'hui, en numérique, on shoot en RAW, format brut. Donc toutes ces préférences-là, moi ça a été ma grande tristesse, hein, quand j'ai ouvert le Lightroom. J'avais fait des presets dans mon appareil photo, c'est-à-dire des réglages qui faisaient que les contrastes, les couleurs, la température de couleur, les saturations correspondaient à ce que je voulais montrer. Et quand j'ouvrais dans Lightroom, si je shootais pas en RAW plus JPEG, et beh, tous ces presets-là étaient perdus. Sur le RAW, ils disparaissaient, ils n'existaient plus que sur le JPEG. Ils y sont revenus que très récemment à cette idée de profil, Lightroom. Ils l'ont réintégré, mais c'était, je crois, il y a même pas 1 an. C'est ça. Donc pendant très, très longtemps, bah, j'ai perdu tout mon labo, en fait, toute la le film que j'avais préparé, le type de pellicule que je m'étais créé, je l'ai perdu. Donc du coup, eh beh, on est obligé de passer par la retouche parce que ne serait-ce que, choisir une colorimétrie, choisir une température de couleur, choisir un contraste, modifier une luminosité et cetera, c'est déjà de la retouche. Sauf que c'est voilà, c'est de la retouche qui se fait après alors qu'on la faisait avant, d'une part. D'autre part, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'à l'époque de l'argentique, c'était pas un retoucheur photo, c'est, celui qui imprimait le développeur. Le développeur et tireur. Voilà, celui qui développait votre photo, il était commun de dire que, développer une photo était une seconde prise de vue. C'est pas pour rien qu'on disait ça. C'est-à-dire que selon, le développeur avec lequel on allait travailler, la photo pouvait, prendre des directions, très, très différentes quant à son rendu final. Donc là aussi, il y a une intervention qui peut être de l'ordre de la retouche. Et de la même façon, un développeur va faire des masques, entre, le papier et la diffusion de lumière pour ajouter ou pas, de la luminosité à des endroits, à d'autres, et même, va travailler au pinceau pour arranger des choses, rajouter des trucs, nettoyer, et cetera et cetera. Donc la retouche a toujours existé. Ce n'est pas le fait du numérique. C'est ce que les gens oublient toujours, c'est que tout ce qui existe dans Lightroom existait avant Lightroom dans l'argentique et Lightroom les a Exactement. adaptés au numérique, mais c'est des outils qui existent depuis aussi longtemps que la photo. Exactement, et je pense qu'il est bon de le rappeler. Quand je vois tous les tags aujourd'hui sur les réseaux sociaux, «no filter», «no ceci», «no cela», ça me fait doucement sourire. Je veux bien qu'on soit un puriste, mais le no filter pour le no filter, à mes yeux, ça je comprends pas, en fait, ça me dépasse. Parce que, à l'époque de l'argentique, choisir une pellicule, c'était déjà un filtre. Mais je pense que Je le no filter, c'est censé exprimer un talent brut totalement non modifié qui montre que tu es absolument le meilleur sans l'aide des filtres Instagram. Alors qu'en fait, le filtre fait partie intégrante de la photo, en tout cas en ce qui me concerne. Oui, oui, Le oui. filtre et la retouche et l'équilibrage, c'est Mmh pas mh. une étape dont on peut se passer. À mes yeux, c'est une guérilla qui est un peu, qui n'est pas constructive. Être le meilleur sans filtre, ouais, so what, quoi. Moi, au final, ce qui m'intéresse, c'est que la photo me parle ou pas, qu'elle me parle avec filtre ou sans filtre, c'est l'impact, de l'image sur moi qui m'intéresse. Si des filtres étaient nécessaires pour qu'il y ait cet impact-là, tant mieux. Mm.
Mais Ça c'est me surtout dérange que pas. s'il n'y a pas le hashtag NoFilter, est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas de filtre, finalement? Mmh, Personne te demande avec quel appareil photo tu as pris une belle photo. c'est ça. Personne te demande de quelle manière tu l'as retouchée. Enfin, il y a certainement des fous qui vont te le demander, mais la plupart des gens Mmh qui mh. regardent une photo ne se posent pas cette question-là. C'est ça. En revanche, quand il y a le filtre, je le vois. Ouais. Oui, ça dépend des filtres aussi. Il y en a qui sont un petit peu too much. Ouais. Du coup, après cette école, Mmh mh. tu t'es lancé, tu étais à Paris à l'époque. Mmh. Il Ouais. me semble qu'à un moment, tu as basculé vers la province. L'amour toujours. L'amour. J'avais demandé qu'est-ce qui a emmené ce basculement, qu'est-ce qui a entraîné ce basculement. Et beh, alors je suis revenue, dans une région de laquelle je suis originaire. Je suis dans les Hautes-Pyrénées et une région que j'aime beaucoup, hein, que je trouve très, très, très belle. Et en fait, il s'est passé que, un soir chez moi, il y avait un apéro, avait des potes qui étaient là, un autre ami qui est passé avec un ami qui était de passage, pour le week-end pour visiter Paris. Et il s'avère que ce garçon était originaire de ma région et qu'on est tombés amoureux et voilà, que pendant 1 an, il m'a rendu visite à Paris, puis il est venu vivre avec moi à Paris et puis on s'est dit: Paris finalement, voilà». On avait l'occasion et l'opportunité de revenir ici, heu, donc on a dit: «Allez banco, on s'en va» Et et puis on de retourne, fil en chez aiguille, nous. c'est son casque que tu as sur les oreilles au moment où on enregistre ce podcast. C'est comme Exactement. ça qu'on en est arrivé là. Voilà. Tu te rends compte, hein? C'est fou, hein? Et encore une fois, c'est l'amour. La photo, c'est l'amour et voilà. Moi, je fonctionne qu'à ça, hein, Je crois en qu'il faut fait. toujours suivre son cœur. Ouais, Toujours. voilà, c'est ça. Il faut suivre son enfin, je crois. Après ça c'est pas le chemin le plus facile. Faut être honnête, hein. Oui, mais c'est pas les chemins les plus faciles qui sont les plus beaux. Voilà, c'est pas le chemin le plus facile, mais je crois que c'est celui qui fait qu'au bout du bout, on a moins de pas on a moins de mal, faut On a que moins je de fasse regrets. atten on a moins de regrets. Quand on se regarde devant le miroir, on n'a pas de problème. On est à l'aise avec l'image qu'on se renvoie. Plus ou moins parce qu'on sait qu'on a fait des choix honnêtes et sincères. Bah, encore une fois, hein, l'honnêteté, la sincérité, c'est vraiment des leitmotifs pour moi. Donc, pour ma part, avoir fait des choix de cœur, ça fait que quand je me regarde dans un miroir, je peux pas me détester. Je suis cohérente, je suis d'accord avec moi. Et puis finalement, c'est un peu ce qui a été le fil conducteur de ta carrière et qui t'a fait réussir également. Oui, 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 alors réussir, ça dépend, hein, ça il y a des échelles dans la réussite, mais en tout cas, c'est ce qui me convient, voilà. Je suis pas riche, je suis pas plus connue que ça et peu importe, je suis, là où je pense devoir être. À ta place. Ouais et ça, c'est le plus important, je crois. Très bien. On va passer à une partie un peu plus rapide Mmh. de l'interview. C'est une série de questions qui appellent des réponses relativement rapides. Tu peux les développer un petit peu, mais on va essayer d'aller assez vite sur ces points-là. C'est quoi qui t'a amené à la photo? Tu as dit que c'était dans ta jeunesse, Oui, à 10 un ans, un Polaroid. petit Polaroid. Mmh. Donc ton premier appareil, la question suivante, c'est est-ce que ton premier appareil était numérique ou argentique? En toute logique, il était Argentique, argentique et c'était même du film instantané. exactement. Et tu as fait de l'argentique, du coup, tu as développé toi-même des films avec tes petites mains. Oui, 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 oui. J'ai appris le labo, oui, à l'époque. Maintenant, je ne saurais pas, il faudrait que je reprenne mes cours. Mais à l'époque, oui, oui, j'étais au labo en chambre noire à développer mes pellicules et ensuite, développer, mon tirage. Une belle époque perdue, Oui, malheureusement. Avant l'école, longtemps avant l'école, puisque tu faisais de la photo longtemps avant l'école, comment est-ce que tu as appris la photo? toute seule. Toute seule en pratiquant? En pratiquant. Alors au début, hein, j'étais une enfant, hein, à 10 ans avec un Polaroid, qu'est-ce que je photographiais? J'étais à la campagne, dans le champ d'en face, il y avait des chevaux, j'allais photographier les chevaux. J'allais photographier des maisons et déjà un petit côté, j'aime la photo d'architecture et je photographiais des copains et des copines qui étaient en train de jouer, de grimper dans les arbres, des choses comme ça, ouais. Donc au début, c'était plus du cadrage et de la lumière que du réglage technique. Ah complètement, ça a été, de toute façon ça reste, pour moi la photo ça reste, avant tout du cadrage et de la lumière parce que ah bah voilà, si je peux développer un tout petit peu Vas-y. pour revenir sur, la retouche photo. Le lien il est pas évident au départ mais il va le devenir. On me dit j'entends les détracteurs de la retouche photo, la retouche c'est de la triche. Grosso modo ça se résume à ça. Moi je réponds, quand je prends une photo et que je sélectionne un cadrage, bah finalement c'est aussi de la triche. Mm. Parce que, par exemple, on va prendre du photojournalisme, on va prendre, une manifestation.
d'accord? Selon, la façon dont je me positionne face aux manifestants et à la manifestation, par exemple, je me mets devant, plein pot, ras du sol, je prends la photo, on a l'impression qu'il y a une foule immense. Je me mets sur, un balcon un peu plus loin et je prends dans l'ensemble et ben, là, on peut voir que finalement, il y a que 15 personnes. Je sais pas si tu fais exprès cette référence, mais il y a une photo de Mélenchon qui est très connue comme ça. Ah bon? Bah non, c'était pas pardon, Alors, c'est excusez-moi extraordinaire. Jean-Luc, C'est pas Mélenchon, du tout. Mélenchon dans une manif, donc tu as la photo qui est prise de face. Derrière, tu as les mecs avec les drapeaux, c'est bien compressé au 200 mm. Ils parlent, tu as l'impression que c'est la guerre. Et tu as un mec qui prend une photo au même moment de son balcon. Et en fait, il y a Mélenchon. 10 mètres derrière lui, tu as 20 personnes avec des drapeaux. Et C'est en pas fait, tu vrai. te rends compte que c'est un foutage de gueule, mais monumental. Et Ah bah non. tu te rends compte à quel point une image peut altérer la réalité selon la manière dont tu la prends et selon le matériel que tu utilises. Et c'est assez drôle. Oui, bah alors du coup, je faisais pas référence à cette image-là du Non, tout, mais c'était tu un l'as petit quasiment peu un décrite. hasard. Je l'ai en tête parce qu'elle m'a toujours fait beaucoup, beaucoup rire. Elle a toujours illustré pour moi ça. Et tu décris cette image-là. Et en fait, tu as involontairement décrit cette image-là, en tout cas. Voilà, ouais, j'ai pas fait attention parce que j'essaie de pas trop partir dans la politique, en tout cas, Non, non, pas mais dans la c'est politique juste, politique. c'est pas contre Heu, Mélenchon que je dis ça. Je l'aime pas plus qu'un autre et pas moins qu'un autre. c'est ça, voilà. Mais c'était juste que c'est tombé sur lui parce que c'était vraiment, c'était tellement énorme et c'est tellement drôle à voir que voilà. C'est ça. Donc bon, voilà, donc c'est tout ça pour dire que, rien que le cadrage, qui est un point de vue, finalement peut être de la triche aussi. Donc voilà. Les en fait, le problème de la photographie, j'ai envie de dire, c'est que les gens, enfin majoritairement dans notre, inconscient, je vais dire, on pense photographie égale réalité. Alors qu'une photographie n'est pas du tout objective. Ça n'a rien d'objectif. C'est un parti pris, c'est un point de vue et comme je le disais tout à l'heure quant à la signature, quand on photographie quelque chose, en tant que photographe, on fait aussi quelque part une photo de nous à ce moment-là. Ouais, la photographie, c'est une somme de choix de la personne qui tient l'appareil Exactement, et de la face personne qui va à la un développer contexte. derrière. Voilà. Si on repart sur le côté formation et comment tu as pris la photo, est-ce que tu dirais, depuis que tu as fait ton école, que tu es Mmh. devenu quelqu'un de très technique ou pas du tout, justement, tu es resté assez pur, assez puriste sur ta photographie? Alors techniquement, oui, la technique, c'est important parce qu'on a des métiers qui sont techniques tant à la prise de vue, faire un portrait en studio, ça se prend pas forcément de la même façon que, de la photo culinaire ou qu'une prise de vue d'architecture. Voilà, donc il y a des variables à connaître et il y a tout un tas de réglages, et de choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut quand même connaître un petit peu pour pouvoir, jongler avec et obtenir un résultat optimum, de ce que l'on veut mettre en image. Il en va de même pour la retouche. Il y a des techniques, ça s'improvise pas, ça s'apprend, ça évolue, ça progresse et j'apprends aussi, toujours via des tutoriels vidéo écrits, mais aussi, via des podcasts comme Dans l'œil du photographe, par Merci. lequel, j'ai découvert Julien Après-Zézé, Euh, qui a été une Julien claque Pruzès, il va adorer. Je lui enverrai l'extrait. Je pense que je ferai un bêtisier avec ça parce que j'arrive pas à de dire son son nom. nom. Ouais, Julien Apruzès. Julien Aprezès, mais je suis désolée Julien. D'ailleurs, je vais dire Julien maintenant si vous me le permettez monsieur. Parce que, ça a été une claque, mais, mais du bonheur. Alors je suis pas du tout masochiste, hein, je tiens à le préciser, mais, quelle révélation, quel bonheur, des gens comme ça qui cherchent, qui trouvent, qui vont dans le détail, qui ah ouais, c'était fascinant et donc grâce à l'œil du photographe et à ce podcast avec Julien Après-Zèze, et beh, j'ai appris beaucoup de choses, donc voilà, donc la technique, oui, ça a son importance et c'est pas parce qu'on a acquis des bases et qu'on pense, s'en sortir un peu qu'il faut se dire: «C'est bon». Moi, je pense que je suis toujours en apprentissage et je suis toujours gourmande, d'apprendre, hein, que ce soit en prise de vue ou en retouche. Voilà, donc aujourd'hui, je suis pas une grande technicienne, j'apprends toujours, mais il est vrai que, quand je prends une photo, je travaille d'abord, avec mon cœur et mon cerveau, quoi. Ça va être toujours moi, mes leitmotifs, c'est vraiment le cadrage et la lumière avant tout. Est-ce que quand tu parles de ton cœur et de l'image, est-ce que c'est ça qui te plaît dans la photo finalement?
Ouais, je trouve que c'est un canal direct, la photo. Je dis toujours à mes clients, il y a l'image, que l'on croit réelle, il y a l'image fantasmée et il y a l'image de l'appareil photo et c'est 3 images distinctes. L'image que l'on croit réelle, c'est ce qu'on regarde avec nos yeux et elle est pas réelle parce que notre cerveau corrige ce que voient nos yeux. Ça, on le voit notamment en photo d'architecture. L'image fantasmée, c'est, «Ah, j'ai vu ça, je me dis: "Ça va rendre bien en photo"». Et l'image de l'appareil photo, c'est: «Ah, j'ai vu ça va rendre bien en photo» et ben non, ça rend pas grand-chose en photo. Et l'image de l'appareil photo, c'est: «Ah bah ça va, je vois pas ce que ça peut donner» et finalement, quand on fait le focus dessus, ça donne, bah, ça peut donner quelque chose d'assez renversant et d'assez fabuleux. Et donc je c'est quelque chose, je pense qu'il faut être vigilant dessus, c'est 3 visions différentes et je trouve que la photographie a ce côté canal direct, quoi. Je m'enferme dans mon cadre et je me promène avec mon cadre et là, je vais chercher une vision qui correspond à ce que j'ai envie de raconter et qui est pour moi, envoie de l'émotion, envoie de l'histoire. C'est ton filtre en fait. C'est mon filtre, aider de la lumière. Bien sûr, parce que selon le cadre, selon comment je vais positionner mon cadre, la lumière aura une incidence, plus ou moins, forte dedans. Si on parle plutôt inspiration, est-ce que tu as des photographes, des livres photos, voire des images isolées qui Mmh. t'inspirent particulièrement? Oh là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est assez éclectique. Alors, Nadav Kander. Ah, il a déjà été cité par Julien d'ailleurs, il me semble. Ah ouais, Nadav Kander, je l'ai vu en exposition, c'était une exposition collective sur un thème qui s'appelait Earth, la Terre et je suis tombée amoureuse d'une de ses photos où l'on voit, une famille chinoise qui pique-nique sous un pont, à côté d'une rivière. C'est la couverture du livre, hein et et alors c'est fou parce qu'il y a une pirogue aussi, enfin une pirogue, oui, je sais pas si on appelle ça une pirogue, un petit bateau qui passe. Donc il y a de la brume parce que je pense que c'est très pollué. Non, ça c'est la lecture, écolo. Soit parce que c'est le matin, très tôt et donc ils sont, 5 personnes assis avec des tables en plastique, hein, des petites nappes, toile cirée, un peu de déchets partout et des grandes colonnes bleues qui partent comme ça à l'infini et cette photo qui quand même a quelque chose de très rude, hein, parce que ça parle de pollution, de déchets plastiques et cetera et d'une poésie et d'une douceur incroyable et j'ai trouvé qu'arriver à faire le lien entre ces choses qui s'opposent finalement, c'est-à-dire qu'il y a la violence du déchet, écologiquement et tout ça rendu dans une image, d'une douceur et j'ai trouvé ça, très poétique. La poésie, c'est important aussi pour moi parce que finalement ces gens-là, alors pareil, j'aime pas l'expression «ces gens-là», cette famille, hem, elle est dans un contexte où finalement peut-être elle est pas, tant impactée que ça par l'idée de la pollution et c'est juste une famille qui a envie de passer un bon moment là où ils peuvent. Et je trouvais justement la force de cette photo et de Nadav Kander, ça a été de montrer d'un côté la pollution sans pour autant, culpabiliser, dénoncer, montrer du doigt cette famille qui quelque part y participe, mais la subit en même temps. Donc là, il y a ça. Autre photographe que j'aime beaucoup, Rineke Dijkstra et sa série Portrait. Ce côté très, qui a l'air d'être sans artifice comme ça, que j'aime beaucoup. Je fais quelque chose de très humain, de très naturel et du coup beaucoup de force. Mon portraitiste préféré en noir et blanc, il a fait un bouquin qui s'appelle Portrait, Portret, 1989-2009. C'est Stefan van Vletteren. C'est un monsieur qui travaille au noir et blanc, qui fait des portraits noir et blanc sans concession. C'est-à-dire qu'il a un très, très fort piqué. Va y avoir une netteté sur le nez où tu vas voir toutes les pores de la peau et l'œil qui part presque flou. Mais il y a c'est des noirs et très noirs, et c'est lui qui a fait des portraits, d'Eddy Merckx, le cycliste, ou qui a fait les portraits des pêcheurs, en Versoix. J'aime beaucoup. Voilà, je tourne les pages, on C'est va peut-être quelqu'un faire qui du suit son bruit. cœur. J'aime parce qu'il va dans ça me rappelle le casting de rue, en fait. Ouais, c'est Heu, exactement ce que il va je dans ressens en t'entendant en fait. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie de faire ouais. et qui le fait bien et c'est ce qui fait sa singularité. C'est ça et puis c'est qu'il va dans le portrait sans concession, c'est-à-dire que, il cherche pas à rendre les gens beaux au sens esthétique, et du coup, ils sont beaux parce qu'il y a une force qui se dégage de leur portrait. Ces gens-là dégagent une force quoi, c'est très, très impressionnant. J'invite à découvrir le travail de Stefan van Vletteren. Autre, alors là, on va rentrer dans mes grands chéris, Weegee.
Luigi, alors j'adore son histoire, si je peux la raconter. Alors, Luigi, je vais juste pointer un petit détail parce que au moment où on enregistre l'épisode d'Alexis Paoli, qui est la personne par qui j'ai repéré ton travail, n'est pas encore diffusé, mais c'est également un nom qu'Alexis a cité. Ça aura été diffusé au moment où ton épisode sera diffusé, donc on reviendra dessus, mais je tenais à le pointer parce que c'est encore une personne avec qui tu as beaucoup d'affinités, et ouais, je me rends compte que les gens avec qui tu as des affinités très pointues avec eux. mais sans le savoir en plus, parce que, Involontairement, mais ouais. c'est le cas. Je te laisse reprendre sur Ouija. Alors Luigi, moi j'adore son histoire, parce que le monsieur était laveur de carreaux. Et en fait, il adorait la photo, c'était un photographe amateur. Et puis, un jour, il s'est acheté une ambulance et en fait, le canal radio de l'ambulance était réglé sur le canal de la police et le canal, des pompiers. Et en fait, du coup, il entendait toutes les infos, bah, là, il y a un incendie, là, il y a un crime, là, il y a ceci, il y a cela, et il fonçait avec son ambulance sur les lieux. Il arrivait souvent, presque le premier. Et là, il shootait au flash, mais brut de brut. Oui, je rappelle que c'est les années 30 et que donc les flashs et les appareils photo, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, c'était des trucs énormes. C'est ça. Et puis ça te mettait un pet de lumière dans la figure quand même. Et il shootait au flash des scènes, incroyables quoi. Et l'arrière de son ambulance finalement, il l'avait emménagé, c'était un labo. Et voilà. Et donc Luigi, c'est ça ses photos et tout son travail, c'est une photographie de l'Amérique, de ces années-là et c'est parfois des images un peu dures, mais sociologiquement, c'est hyper intéressant et visuellement, c'est des photos extrêmement bien construites. Et c'est le seul photographe, alors ça je tiens à le dire parce que j'ai un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, c'est le seul photographe dont je valide les photos entre guillemets prises de travers. Je déteste les photos prises de travers, je suis navrée. Tu es Ne photographe m'en veux d'architecture aussi et je peux Voilà, comprendre, c'est quelque chose qui me rend chèvre moi aussi. Si je suis sur un mariage et que je dois partager la place avec un caméraman, je suis dingue parce que je ne peux pas avoir des lignes parfaites c'est à ça. l'entrée des mariés. C'est ça. C'est moi, ça me rend dingue. Alors moi, c'est un TOC, hein, c'est vraiment, je vois dans la façon dont je range les choses chez moi, il faut que ce soit, tac tac, quoi. Mais, alors c'est un TOC qui me vient peut-être du fait que j'ai étudié Mondrian très, très longtemps et que du coup, Mondrian, bah, c'est des verticales et des horizontales à angle droit, hein, avec des aplats de couleurs. Peut-être que ça vient de là, mais j'ai besoin que les choses soient en ordre et à leur place, c'est quelque chose qui revient souvent. Et pour moi, la photographie, entre guillemets, «de travers», hem, n'est valide, je dirais, que dans l'action, finalement. C'est-à-dire qu'elle traduise un mouvement, qu'elle traduise une action. C'est-à-dire que je suis très Bauhaus, c'est-à-dire que le fond et la forme doivent aller de pair. Donc, photographier un immeuble en architecture de travers, je vois pas en quoi ça sert la cause de l'architecture et la cause de l'immeuble. L'architecte, il a fait des fondations pour que l'immeuble, il tienne droit et qu'il tienne debout et longtemps de préférence. Le photographier de travers, pour moi, ça veut dire il va se casser la figure à un moment. Heu, voilà et puis aussi, nous, dans notre vision, quand on regarde, autour de nous, dans ce que j'appelle la cité, la ville, bah, les immeubles, on les voit droit, on les voit pas de travers et on le verrait de travers, on aurait l'impression d'avoir des vertiges. Enfin, moi, j'aurais la nausée personnellement. Donc voilà, donc en photo de travers, Ouija. Le seul que tu valides dans ce point-là. Voilà, un des rares. Après, je suis une grande fan de Raymond Depardon. Notamment, son Tour de France qu'il appelle la France et ça j'aime beaucoup parce que encore une fois, là, ça me rappelle un peu le casting de Rue. Il est allé photographier des villes de France dans ce qu'elles sont, avec leur charme et leurs trucs, un peu kitsch, ou voilà, un peu pauvre parfois, un peu modeste et il montre la beauté de tout ça et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on s'arrête pas à des critères esthétiques, c'est qu'on aille chercher la beauté partout parce qu'elle peut être partout et que finalement, la modestie, l'humilité des choses, ça peut être une forme de beauté à mes yeux. Et c'est ce que montre, Raymond Depardon, je trouve, dans La France. Et enfin, parce que je pourrais en aller encore beaucoup, hein, sur les photographes, hein, dont j'achète les livres, que je sais plus où les mettre. Un autre photographe dont je suis absolument, fan, c'est Alex Sott, qui travaille à la Chambre. Et alors il a fait un bouquin qui s'appelle Sleeping in Mississippi. Alors Alex Sott, il a, comment dire?
Je dirais, c'est un peu la suite, d'un autre photographe que j'adore, qui est un papa de la photographie, qui est le maître de la photographie, qu'on appelle photographie couleur, qui est William Eggleston. Alors William Eggleston, on l'appelle le maître ou le papa de la photographie couleur parce que c'est lui qui a fait rentrer la photographie couleur dans les musées, c'est-à-dire qui a donné une légitimité à la photographie couleur. À l'époque de Eggleston, on estimait qu'une photographie exposable, en galerie ou en musée était une photographie noir et blanc, que le reste c'était de l'illustration, de la publicité, que sais-je, mais que seul le noir et blanc avait droit, avait droit au chapitre en tant que photographie d'art. Et Eggleston a fait rentrer la photographie couleur dans les musées, on va dire ça, enfin c'est un petit raccourci, mais ça permet de comprendre rapidement ce que j'essaie de dire. Autre chose qui est très importante sur Eggleston et qui est citée souvent en second, mais qui pour moi est finalement ce qui m'intéresse le plus, on l'appelle le père de la caméra démocratique. Alors, la caméra démocratique, qu'est-ce que c'est? On se remet dans l'époque d'Eggleston. C'est l'époque où on lui demande de photographier le président en place aux États-Unis et où finalement il le photographie comme il photographie une station-service. À savoir que pour Eggleston, chaque photo doit être conçue et réalisée avec le même soin. Et c'est pas parce qu'on photographie une star qu'on doit y mettre plus de soin que quand on photographie un paysage ou une bouteille d'eau sur la table d'un dinner, quoi. Voilà. D'un Et restaurant. Eggleston est un des messieurs de la photographie que j'aime beaucoup. Allez, j'en cite un dernier, Gregory Crewdson. Alors lui, c'est un fou. Il shoot pas du tout seul, il shoot à la chambre, une énorme chambre, et son équipe, c'est l'équivalent d'une équipe de tournage de cinéma. Heu, c'est des photos qui sont très, très, très préparées en avance, très conceptualisées et cetera, et c'est parfois des décors qui sont montés de toutes pièces avec des éclairages de cinéma, je sais même pas s'il a pas un chef opérateur, et voilà quoi, et il a des tas de techniciens, et c'est un univers qui est très, très particulier et vraiment très intéressant. C'est une photographie que je pourrais jamais faire, c'est pas du tout mon style de travail. C'est un style très particulier, c'est quelque chose pareil que je n'envisage même pas, Mmh. mais je peux comprendre la fascination de ce type de photo. Bah, c'est-à-dire que quand tu vois ces photos, c'est là que c'est fou, c'est que tu vois pas que c'est préparé à ce point-là et que c'est créé de toutes pièces. C'est quelqu'un qui a vraiment une démarche cinématographique, en fait. C'est l'anti-David Lachapelle, où tu vois que ces photos sont artificielles Non, à 2 alors voilà, kilomètres. c'est pas du tout du David Lachapelle. Alors Lachapelle, hein, je reconnais sa légitimité, c'est un très, très grand photographe, mais c'est pas la photographie, que je préfère. Moi, enfin, j'aime pas du tout. J'ai le livre, Voilà. on me l'a offert un jour, ce livre, je ne l'aime pas du tout, du tout, du tout. Et tous les gens qui arrivent chez moi sont très surpris de voir un David Lachapelle dans ma bibliothèque. Je le garde parce qu'on me l'a offert, Oui. mais je n'aime pas particulièrement ce livre. Et c'est vrai que c'est quelque chose. On peut aussi parler des livres qu'on n'aime pas. Peut-être on J'en ai pas, rajoutera une. T'en as j'en pas? ai pas. Non, alors j'en ai T'en pas, as pas chez pourquoi? toi? Non, en fait, parce que, je fais comme si mon cerveau, c'était un disque dur d'ordinateur et que, je préfère garder, mon storage, mon espace de stockage, pour ce que j'aime. Oui, donc il y en a que tu n'aimes pas, mais tu les oublies en fait. C'est ça, C'est de l'oubli sélectif. c'est ça, c'est de l'oubli sélectif. Je préfère, garder une place vide et pouvoir, mettre à la place un livre, que j'aime. Voilà, C'est tout à fait légitime. ouais. Je mettrai dans les notes d'épisode la liste de tous les photographes que tu as cités avec les liens vers les séries en question. Mais, j'ai une chaîne, YouTube sur laquelle, j'ai répertorié, des documentaires et des reportages sur tous les photographes. Eh ben, alors ça, je prends. Et si tu es d'accord, je le partagerai même sur la page directement au moment où je partagerai ton épisode. Bah, avec plaisir. Alors, il y a des photographes qu'on aime plus ou moins, hein, alors il y a peut-être des vidéos qui ont sauté dues aux droits d'auteur, et il y a une vidéo de 10 minutes, sur Nadav Kander. C'est, en collaboration avec le Royal College of Art de Londres en 2009. Mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé sur lui. Mais bon, les ça Il a l'air assez difficile à trouver en ligne. Et bon, je trouverai quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et puis on finira bien par arriver à en parler un peu plus que par la voix simplement. Arriver à montrer un voilà, peu ce qu'il a fait. donc là, tu verras, ça va de Willy Ronis à Shirin Neshat, à Seydou Keita, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler, Malik Sidibé. Alors ça, c'est les papas de la photographie, africaine, hein, contemporaine. Voilà, tu vas trouver du James Natchway, du Bresson, voilà.
Il y a beaucoup de noms que j'ai entendus dans des épisodes précédents, c'est impressionnant. Et c'est que des gens avec qui tu me dis avoir beaucoup d'affinités. Donc ça prouve que vraiment, c'est pas fin, quoi. T'es vraiment compatible avec eux photographiquement parlant. Oh, tant mieux, tant mieux. Si je peux me permettre, il y a Vas-y. quelque chose qui me peine énormément aujourd'hui. C'est un peu un appel à faites quelque chose pour ça les copains. Hem, j'ai rencontré, des gens qui sont photographes ou qui étudient la photographie. Je citerai pas ni les écoles ni les gens et quand je les questionne sur la photographie, bah, en fait, ils connaissent pas les photographes, et franchement, ça me fend le cœur, quoi. Réellement, ça me met les larmes aux yeux, hein. Mm. Je leur dis: «Tu connais Cartier-Bresson?» «Non». Cartier-Bresson, quand même, faut le faire. Je veux bien que tu connaisses pas certaines Voilà. choses un peu plus pointues, mais Ben non, mais c'est pour ça que je Cartier-Bresson, vais c'est sur quand même. Cartier-Bresson, c'est quand même, une base quoi, il me semble. Niepce, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait pas Nicéphore Niepce, je fais: «Mais c'est quand même l'inventeur de la photographie, je sais pas». Voilà, Eggleston, n'en parlons pas. Donc si je te parle des photographes là dont moi si je liste les photographes là dont moi j'ai parlé, je sais que je fais chou blanc. Et alors c'est quelque chose qui me désespère parce que je suis une amoureuse de la photographie avec un grand P. Et du coup, j'ai un côté un peu, voilà, avant qu'on me critique, je vais me critiquer moi-même. J'ai un côté un peu extrémiste, on va dire, où j'estime que, quand on veut être photographe, il faut aimer la photographie et pour aimer la photographie, c'est important, vraiment, je crois, d'aimer les grands photographes qui font la photographie et ont fait la photographie et qui font que la photographie avec un grand P a été ce qu'elle est et est en devenir, de ce qu'elle devient et voilà et je pense que si on aime la photographie, on doit être aussi amoureux de quelques-uns des grands photographes qui ont fait la photographie et qui la font encore. Et puis je Voilà. rajouterais également qu'il faut être capable de regarder une photo. Et regarder une photo, c'est pas juste se poser devant Mmh. et la regarder bêtement, c'est essayer de comprendre comment elle a été faite, avec quel matériel, de quelle position, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et que c'est aussi beaucoup comme ça, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai beaucoup progressé dans la pratique de la photo. Et voilà et c'est quelque chose qu'il faut faire, je vous en supplie, les confrères et les consoeurs. C'est quelque chose pour faire parce que comme le dit très justement Julien, ça nous fait progresser en tant que photographe, ça nous fait progresser en tant qu'être humain, parce que c'est des regards et ça raconte des choses et je sais pas quoi, je sais pas, il faut les aimer ces photographes quoi. On aime la photographie, on aime les photographes qui vont avec quoi, on prend le pack complet quoi. On dit pas: «Je suis photographe» et on regarde pas ce que font les autres photographes, c'est pas ça la photographie. C'est aussi aimer, allez, on va prendre le cliché, le cinéma, ils disent tout le temps: «On est une famille» et ben, il y a une famille de la photographie et cette famille, et ben, dedans, il y a des Alex Soth, il y a des Cartier-Bresson, il y a Il y des a des André Sol Kertész, il y Leiter, a il y a des Robert Frank, il y a des Gary exactement, Winogrand, il y a des Harry Gruyert. exactement et il faut les aimer aussi parce qu'ils ont travaillé pour nous, quelque part. Ils ont pavé le chemin. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un peu, l'appel du jour. On va repasser sur un domaine un poil plus technique. Ouais Est-ce que tu es plutôt zoom ou focale fixe? et ben, ni l'un ni l'autre, ça dépend de ce que je photographie. Donc les deux, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en architecture, je vais plutôt être grand angle. Voilà, je vais en photo d'archi et d'archi intérieur, je vais plutôt partir sur du grand angle. Je vais partir, sur du 17-35, du 24-105, enfin, je vais partir sur du grand angle parce Sur que des zooms, ouais, qui vont te permettre de bouger un petit peu sans bouger, quoi. oui, parce qu'en plus de ça, moi, c'est quand même c'est la discipline qui fait le plus appel à mes talents de contorsionniste. Et ça, je peux comprendre. C'est vrai que t'as pas toujours la place de reculer. C'est ça, en intérieur, je me retrouve dans des coins, des fois, c'est un peu compliqué, donc voilà, donc là, grand angle. En portrait, ça dépend. En portrait, je vais pouvoir travailler au zoom, mais je vais bien aimer quand même travailler avec mon 50 en Donc tes focale focales de fixe. prédilection, ça va être du grand angle et du 50. Ouais, ouais, ouais. Pas au-delà. Si, non, si, au-delà du 50, ouais. Mais voilà, j'aime bien les focales fixes et j'aime bien alors attends, pour le portrait, il y a le 50 et l'autre c'est le, 85. Le portrait, j'aime bien les focales qui se rapprochent de la vision humaine, en fait, et qui sont en focale fixe, avec lesquelles je peux avoir des très grandes ouvertures parce que c'est vrai que j'aime bien jouer sur, le relief, donc le plan net, plan flou, j'aime bien donner du relief à mes images. Voilà et sur ce qui est archi et cetera, ouais, je vais partir en zoom parce que c'est
En termes de pratiquement, c'est compliqué de faire autrement, quoi. Et j'ai pas les moyens ni le temps parce que voilà, dans l'idéal, l'architecture, ce serait à la chambre, heu, mais aujourd'hui avec la clientèle, C'est inimaginable. c'est pas concevable à moins d'être à très, très haut niveau et d'avoir des clients qui ont, excusez-moi le terme, les reins pour qu'on puisse leur facturer ça. C'est qu'une photo à la chambre, ça met beaucoup de temps à être pris et enfin bon, ça coûte beaucoup plus cher grosso modo. Heu, donc je peux pas travailler à la chambre en architecture. Donc on fait avec le grand angle et avec notre grand ami Photoshop et autres logiciels, dédiés. Dans le même ordre d'idées, est-ce que tu es plutôt lumière naturelle ou flash? J'ai été beaucoup lumière naturelle, beaucoup, 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 parce que, bah, j'ai mes premières photos, c'était vraiment de la street photographie, hein. Dans les conditions, in situ, quoi. Quand je suis dans un bar de nuit, j'étais, voilà, je voulais me faire discrète. Tu fais avec ce que tu as. Je faisais avec ce que j'ai et je trouve que c'est une bonne école. C'est une bonne école pour justement pallier au problème de la lumière. Tu apprends à te débrouiller autrement et c'est vrai que j'aime beaucoup, bah, encore une fois, on se revient sur mon côté, à sa place, casting de rue, les choses telles qu'elles sont, l'humilité des choses. Bah, j'aimais bien la lumière naturelle parce que c'est ce qui est là et du coup, c'est ça que je vois et qui déclenche une émotion chez moi, donc c'est ça aussi que j'ai envie de partager, de retransmettre, d'arrêter dans l'image. Maintenant, le flash commence à m'apprivoiser et je commence à accepter son utilisation et à aimer travailler avec et alors là, ça va être, est-ce que je peux faire de la pub? Je sais pas. C'est surtout depuis que le Profoto A1 est sorti. Voilà. Ça t'a amené à utiliser plus le flash. Ouais, au Cobra, j'avais du mal à avoir une lumière que je trouvais suffisamment douce, même avec des diffuseurs et cetera, même en tapant au plafond ou en voilà, en jouant En utilisant des modeleurs. voilà, en jouant au billard avec la lumière, en la faisant rebondir dans tous les sens pour qu'elle arrive pas pleine face. J'arrivais pas à avoir une lumière ronde, douce, je la trouvais trop violente cette lumière-là. En tout cas pour les sujets, sur lesquels je travaillais. Pour du Ouija, ça marche. Avec le Profoto A1, j'ai découvert que j'avais beaucoup plus de facilité à avoir une lumière que je modèle, beaucoup mieux et qui a un côté plus lumière douce, lumière naturelle, comme je les aime. T'as trouvé ton flash. J'ai trouvé mon flash, ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'après voilà, on trouve sa «bécane», hein, entre guillemets, hein, que ce soit en appareil photo, en plein de choses. Mais de la même façon, moi je suis quelqu'un, j'aime les lumières douces, hein, bon, je fais de la photo, d'architecture et de tourisme, d'établissements touristiques essentiellement. Ça veut dire que mon activité, elle est réduite dans le temps, elle est saisonnière parce que j'ai des clients qui veulent du ciel bleu et des feuilles sur les arbres, comme je me plais à le dire. Mais moi, je préfère les lumières d'hiver. Elles sont plus douces, C'est plus plus diffuses. logique. C'est plus Voilà. logique, mais c'est malheureusement le regard du non-photographe qui croit qu'un grand soleil, c'est mieux. Et oui, mais non, parce que du coup, j'ai des noirs très noirs, des blancs très blancs et j'ai peu de nuances de couleurs entre, quoi. Je trouve que ça dénature beaucoup les couleurs. Alors que, voilà, les ateliers d'artistes peintres étaient tous exposés au nord. C'est pas pour rien. Donc moi, je rêve enfin, j'ai quelques clients là quand même qui sont, très intelligents, qui ont une culture de l'image. C'est aussi pour ça que j'aime travailler avec des architectes, parce que c'est des gens qui ont une culture de l'image, donc on peut discuter, on est en écho. Il y en a de plus en plus qui se disent: «Ah ouais, en hiver, ça peut être joli, les arbres, il y a pas de feuilles, mais du coup, ça devient graphique» et c'est vrai que, bah, les nuages, je leur explique, c'est le plus grand diffuseur, modeleur de lumière du monde. Donc du coup, dans les gris, on a beaucoup plus de nuances, de teintes et de relief, quoi. C'est de la pédagogie là, faut expliquer. Mais ils arrivent à comprendre. Oui, oui, oui. Après bon, passer le pas, c'est plus compliqué, mais petit à petit. Je perds pas espoir. De ce que je sais de ta pratique de la photo, je pense que la réponse va être plutôt évidente, mais est-ce que tu es plutôt moment réel ou moment posé? Réel, moment Réel? réel. Ah, Ouais, j'aurais dit moment posé justement. alors, c'est un peu entre les 2 finalement. C'est-à-dire que quand je dois faire des portraits de gens, en studio notamment, bah, moi j'ai tendance à essayer de leur proposer, de les prendre en photo chez eux dans leur environnement. Déjà pour qu'ils soient plus à l'aise que devant un fond noir, un fond blanc avec des flashs dans la figure, parce que chez eux, ils ont des accroches visuelles qui sont familières et qui les rassurent. Et puis parce que quand il s'agit d'artisans, chez eux, ils peuvent s'occuper à faire ce qu'ils aiment faire et donc moi je peux tourner autour et venir saisir des choses. De là, effectivement, je vais certainement être obligée d'arrêter le moment, de dire: «Ah là, tu as fait quelque chose qui parle, Garde la pause. refais-le-moi, 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 arrête-toi, là je l'ai».
Mais ça part toujours d'un moment réel. Disons que même quand je suis dans le posé, je tends à aller vers le moment réel et quand je fais de la photo au studio, c'est un sketch, hein. C'est-à-dire que je suis derrière mon appareil et je suis un suricate. C'est-à-dire que, j tu me vois disparaître derrière mon appareil, je me lève, je fais une grimace, un sourire, je fais un truc qui appelle la personne pour la faire éclater de rire et après je vais tout faire pour faire réagir la personne et qu'elle soit pas juste posée, À heu attendre à passivement attendre que la tu fasses photo ta photo. et on va tourner autour de ça, je vais la faire bouger, la faire vivre jusqu'à ce que je trouve l'angle qui, je trouve, la représente le mieux et là, on va commencer à poser et à tourner autour et là, je vais dire juste de baisser un petit peu le menton un peu plus ou de se tourner un petit peu plus par là pour que la lumière, vienne mieux sur son visage. Mais c'est vrai que même si je fais du posé, j'essaie d'aller vers le réel. D'ailleurs, enfin, je sais pas si tu l'as vu sur mon site, quand je fais des portraits, la plupart, ils sont hilars dessus, hein, les gens, Ouais, ils parce que il y a de la réaction. ouais, 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 je cherche vraiment à créer le lien avec les gens. Donc c'est pour ça que je sors ma tête de derrière mon appareil pour qu'ils oublient l'appareil, qu'ils oublient la machine et que ce soit entre eux et moi et qu'on soit ensemble. Je dis toujours, hein, un portrait, c'est une aventure à 2, hein et il faut que le photographe fasse au moins la moitié du chemin, si ce n'est les 3/4, vers la personne pour que la personne puisse faire le reste du chemin et parvenir à se laisser, photographier sans être trop mal à l'aise. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. La photo, elle se fait à 2, hein. C'est pas le photographe qui fait le portrait. Enfin, c'est pas que. Voilà, on le fait à 2. Si on sort un moment de la photo, Mmh mh. c'est quoi tes sources d'inspiration? Mondrian. Logique. Logique, évident, simple. Piet Mondrian, Piet Mondrian et après quoi d'autre? Et ben, après ça va être des trucs tout bêtes, hein, ça va être des trucs de l'artisanat, je vais adorer des artistes comme une artiste qui s'appelle Chien, qui est chinoise et qui pendant 1 an, s'est exercée à faire tous les nœuds de marins et les nœuds qui existent au monde et qui a exposé ça. Donc c'est des choses qui vont aller sur la main. Je tricot, le macramé, enfin de tous les gens comme ça qui vont être, sur du travail un peu manuel, et voilà, parce qu'il y a un côté très thérapeutique dans le travail manuel, c'est quand tu fais des choses avec tes mains, une tâche répétitive, mais créative ou non, je trouve que ça fait beaucoup de bien, ça te vide. Donc j'aime bien ça et j'aime bien les gens qui arrivent à détourner aussi les trucs. Là, je suis tombée sur une artiste qui fait des citrons. Alors elle c'est pas des vrais citrons, mais ça y ressemble. Elle les fait genre dans une espèce de pâte, je sais pas, c'est pas de la pâte à modeler, mais enfin bon, elle les crée de toutes pièces et dessus, elle va poser plein, des milliers de petites pierres et de petites perles, les unes collées aux autres. Ce qui fait qu'au final, quand on le prend en photo, quand elle le prend en photo, le citron, toutes ces petites pierres, ça fait du moisi. Et j'adore parce que en fait, ce que j'aime, c'est aussi, on n'est pas éternel et vieillir, ça a sa beauté et voilà et c'est pour ça que j'aime son travail parce que, bah, elle montre que, bah, un citron qui moisit, hein, clairement, c'est un citron qui vieillit, mais que, c'est ça sa beauté, c'est qu'il est en devenir. Voilà et donc je vais être sur tout un tas de sites, hein, qui montrent des artistes, des graphistes, des illustrateurs, des sculpteurs, voilà et sur beaucoup de sites aussi d'architecture, où je me nourris constamment, d'architecture et de photographie d'architecture. La question suivante est un peu liée, c'est qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Du coup, je pense que tu viens un petit peu d'y répondre. J'ai l'impression que Alors j'en ai pas beaucoup, mais ce que je fais et beh, ça va être, voilà des trucs manuels comme ça, du macramé, hein, ça peut paraître très ringard, mais j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de créativité dans le macramé contemporain. Il y a des gens qui font des véritables tableaux très modernes et très graphiques maintenant. Et ça va être mes plantes. J'adore les plantes. Donc je cultive, mes plantes, mon jardin, mes plantes vertes, j'aime beaucoup les plantes, ça me fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup la nature, hein. C'est aussi pour ça que j'ai quitté Paris, hein, c'est que j'avais besoin de retrouver du vert. on va passer à la troisième partie du podcast, qui est plutôt ta philosophie par rapport à la photo. C'est quoi qui te fait prendre une photo? C'est quoi qui te fait cliquer? Alors, dans mon cas, c'est un client. Un chèque. D'abord oui, d'abord parce que j'ai une commande, qui va être, ben, tiens, j'ai réalisé je suis un architecte, j'ai réalisé ce collège ou cette maison, j'ai besoin de photos. Voilà et après, bah, donc ça, c'est dans le cadre professionnel, bien sûr. Et ben, donc là, après, c'est la alors oui, alors comment je travaille? Il y a des clients qui me disent: «Est-ce que tu veux voir le lieu avant ou pas?» et cetera. Je dis: «Non».
Heu, J'aime bien me prendre le lieu, pleine poire, directement avant de shooter. T'aimes bien le Heu découvrir au moment de la photo. J'aime bien être vierge, en fait, au moment de la photo, en fait. J'aime bien arriver et parce qu'il y a une espèce d'immédiateté du ressenti qui va me donner des indices photographiques, finalement et le côté, plus réfléchi, plus, conceptuel, il va venir au fur et à mesure que je prends la photo, de toute façon. Donc j'aime bien arriver sur le lieu et me le prendre pleine poire comme ça et voir ce qui me frappe en premier et je vais partir là-dessus. Je vais tourner autour de ça jusqu'à ce que je trouve effectivement les lignes, donc là, il s'agit de lignes de force, de graphisme qui font que là, dans mon cadre, ça parle et il y a une dynamique, il y a une composition, il y a des choses qui fait que ce bâtiment, il devient quelqu'un. Voilà, qui raconte quelque chose, voilà. Et après pour les gens et ben, c'est quand ils vont réussir à se libérer et à donner de l'émotion. Alors, je vais justement rebondir sur ça parce que la question suivante portait sur ton travail de portrait. Mmh mh. Tu parles à un moment sur ton site ou dans une vidéo que j'ai vue, que j'ai pu visionner, une interview de toi, de photothérapie et d'aider les gens à s'aimer Oui, en allant les photographier à leur domicile, dans leur environnement. Qu'est-ce que tu oui. voulais dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que, beaucoup de gens, souvent, on te dit: «Ah mais moi je suis pas photogénique». Tu as beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui vont dire: «Ah non mais moi je suis pas un top modèle, hein, je suis pas terrible, terrible». Voilà, choses comme ça. Donc là, moi ça me parle puisque, j'ai fait du casting de rue pendant 20 ans. On revient sur ton domaine. On revient sur mon domaine et donc là, je leur dis: «Mais en fait, peut-être vous vous trompez et peut-être que votre beauté, vous la cherchez pas là où elle est parce que vous la cherchez peut-être par comparaison», ce qu'on fait tous, hein, par comparaison à ce que vous voyez alors dans les journaux, à la télévision et cetera, et c'est peut-être pas là qu'il faut la chercher, votre beauté. Et le fait d'être avec eux, chez eux, dans leur univers, déjà, ça légitimise, c'est une légitimité. Je rentre chez eux, je fais: «Ah, j'aime bien chez vous, c'est chaleureux. Ah, j'aime bien chez vous, il y a des belles couleurs». Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut comprendre qui est la personne par son environnement et du coup lui renvoyer ça. Donc déjà, c'est lui donner une 1re validation. Et ensuite, voir avec la personne, bah, quelle est la pièce préférée, pourquoi, est-ce qu'on shooterait plutôt devant ce papier peint ou plutôt dans le jardin ou plutôt assis sur une chaise? Moi, j'aime bien asseoir mes sujets pour qu'ils soient plus à l'aise et qu'ils se posent les bras parce que souvent, je trouve qu'ils savent pas trop quoi faire de leurs bras et on dirait des petits soldats. Donc j'aime bien les asseoir et de là, moi, je parle beaucoup avec mes sujets, hein, je suis très, très bavarde, vous l'entendez d'ailleurs sur le podcast. Et de là, en parlant avec eux, en allant un peu chercher qui ils sont, fond de leur être, et ben, on la trouve leur beauté parce qu'il y a personne qui est laid en soi, réellement. Des gens très, très laids, absolument très, très laids, hein, je crois pas que ça existe. On a tous des failles et des côtés peut-être un peu moches, mais c'est toujours contrebalancé par quelque chose de très joli. Et du coup, c'est ça que je vais chercher chez mes sujets. Et c'est ça que j'essaie de prendre en photo. Je fais comme si j'avais un troisième œil, qui est mon appareil photo finalement. Et c'est ça que je vais chercher chez eux et c'est ça que je vais mettre en image et c'est ça que je vais leur renvoyer. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, madame X que j'ai photographiée, elle est peut-être pas, un top modèle, mais elle a une vraie beauté et c'est ça qu'elle voit dans la photo. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'à un moment, tu parles aussi de faire le focus sur les détails ignorés. Finalement, c'est un peu ça, non? C'est ça, c'est ça. Je crois qu'en fait, on regarde pas toujours là où il faut. En général, hein, dans la vie, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le contexte. Donc là, il s'agit de c'est chez eux, alors leur lieu de vie ou leur lieu de travail. Donc faut vraiment avoir la vue d'ensemble. Tu es là, c'est chez toi. Pourquoi c'est comme ça chez toi? Qu'est-ce que tu y fais? Pour, comprendre et après de là, une fois qu'on a ce contexte, qu'on a cette carte, visuelle, de l'ensemble de la personne dans ce qui fait qu'elle est qui elle est et qui la passionne. Là, on peut aller chercher dans son cœur un petit peu plus, pourquoi et comment et qui elle est et c'est là qu'on va trouver, je crois, sa part la plus belle. Alors, du coup, comme c'est ton regard, est-ce que tu dirais que les photos que tes clients vont utiliser sont celles que toi, tu aurais choisies? Oui, souvent. Pas toujours, mais souvent. Ouais.
Si on parle photographie côté business, Mmh. comment est-ce que tu trouves des clients aujourd'hui? Je prospecte. Alors, c'est quelque chose que je déteste. J'ai mis 3 ans, hein, avant de commencer à prospecter, hein, facilement, hein, j'avais l'impression que décrocher mon téléphone pour appeler quelqu'un, c'était, faire de la mendicité, quoi, donc Très difficile. ouais, 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 j'ai vraiment, j'ai l'impression, de faire de la mendicité, de faire pitié, enfin, c'était ouf! C'était pas très agréable et après j'ai dit: «Alors, tu ranges ton ego, parce que finalement, c'est peut-être ton ego qui te parle là». Et tu te dis que, peut-être ces gens, de leur côté, ils savent pas trop, ils osent pas appeler, ils savent pas trop à qui s'adresser Peut-être et que tu fi leur rends service? et tu fais que les informer, ils sont pas obligés de prendre, hein, tu leur donnes l'information. Voilà. Donc si tu te positionnes en tant que plus dans la transmission, au niveau de la prospection que dans la recherche du contrat, ça va peut-être mieux passer et c'est ce que je me suis dit et donc je vais sur des sites spécialisés en architecture d'intérieur et cetera. Ça me permet de trouver, des architectes d'intérieur, des décorateurs et de voir leur travail, de les localiser aussi géographiquement et de voir s'ils ont un site internet ou pas et là, je sélectionne ceux qui n'ont pas de photos professionnelles. Du point de vue prospection, justement, ça change quelque chose d'être en province? Est-ce que tu as commencé à Paris, maintenant tu es en province? Alors à Paris, en fait, c'était plus facile parce que j'avais plus de réseau, je connaissais un peu tout le monde, donc les gens, ils venaient un peu tout seuls, quoi. Ici, je suis arrivée, je connaissais personne et je connais pas grand monde d'ailleurs, parce que je suis pas quelqu'un qui sort, je suis très casanière, pardon. Moi, mon écran, mes photos et regarder des photos et passer, des heures à surfer sur le web pour aller voir des sites de photographes et voir ce qu'ils font et m'émerveiller de leur travail, ça fait ma journée, quoi, comme, voilà, quand j'ai rien d'autre à faire, hein, bien sûr. Donc ici, je connaissais, personne donc ouais, alors les premiers clients, j'ai eu de la chance, ils sont venus vers moi. Ça a été la chambre du commerce et d'industrie du Gers qui est venue vers moi parce qu'ils m'ont trouvée parce que je suis dans une coopérative, d'activité et d'emploi, une SCAE, l'économie sociale et solidaire. Ils m'ont trouvée comme ça, ils ont trouvé que mon travail, leur plaisait et ils m'ont contactée et on s'est entendus et du coup, c'est devenu un client régulier et de là, j'ai commencé à monter un petit réseau et j'ai rencontré d'autres gens, dont des gens qui ont des chambres d'hôtes, magnifiques, mais aussi des architectes et des architectes d'intérieur qui ont été mes premiers clients et qui sont toujours mes clients. Ça, c'est un point très important pour moi, c'est des clients fidèles. J'aime bien les histoires qui durent, j'aime bien les histoires qui évoluent, qui grandissent, qui s'enrichissent, parce que je m'enrichis aussi au contact de mes clients. Je préfère, faire un effort, sur ma facture pour avoir un client que j'ai fidélisé plutôt que facturer plein pot et faire du one shot. Ça m'intéresse pas. Moi vraiment, les clients que j'ai avec qui je m'entends, ça me ferait de la peine de plus les avoir parce que c'est des rendez-vous super chouettes que j'ai, je pense à une architecte avec lesquelles je travaille, on est super contentes quand on part en prise de vue toutes les 2 parce qu'on va passer une super journée, parce qu'on travaille ensemble. Parce que ça, c'est important aussi pour moi. Je travaille beaucoup avec mon client. J'aime beaucoup quand mon client est avec moi, notamment en architecture, parce que je suis pas la science infuse et par exemple, il y a des choses techniques, par exemple, sur un bâtiment qui va être fait avec de la tôle ou de l'acier, et ben, par exemple, un coin de ce bâtiment, au lieu que ce soit jointé, ça va être de la tôle repliée. Ça, c'est des choses techniques et qui font la différence pour l'architecte, et pas forcément pour moi. Oui, que toi tu vois pas, si on te le signale pas, quoi. Bah oui, parce que je sais pas en fait que c'est pas pareil techniquement, que ça a pas les mêmes implications, tant en production que, en résultat, après sur l'évolution du bâtiment. Donc, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec mes architectes, avec mes clients. J'aime bien travailler en toute transparence. J'ai travaillé toujours en équipe. Quand j'étais dans la mode, j'étais en équipe avec mon photographe, avec les coiffeurs, les maquilleurs, les mannequins. Donc là, pour moi, travailler en équipe avec mon architecte d'intérieur, c'est pour moi, c'est pareil, c'est on travaille C'est ton ensemble. styliste quelque part. C'est ça, exactement. C'est exactement. Il dit: «Ah mon styliste» et en général, ça le fait, hein, parce que, on voit les mêmes choses, hein, on repère les mêmes lignes, et cetera et de plus en plus, au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, je lui montre, il me dit: «Tel cadrage» et vas-y, on essaye et il voit qu'effectivement ce dont je parlais tout à l'heure, la vision, réelle, la vision fantasmée et la vision de l'appareil photo ne sont pas les mêmes et du coup, l'œil de mon client
s'affine aussi. Parce que du coup, il se rend bien compte au fur et à mesure qu'on travaille ensemble et qu'on shoot ensemble, il se dit: «Ouais, ça à l'œil, ça rend bien, mais je suis pas sûr que ça rende bien en photo». Il commence à me le dire lui-même. D'accord. Alors, je rebondis sur cette expérience collaborative. Toi qui as collaboré avec des photographes avant de devenir toi-même photographe, du coup, est-ce que cette expérience, ça t'a apporté quelque chose dans ta gestion du client? Oui, oui, parce que déjà, en tant que styliste, j'avais aussi des clients, hein, quand j'ai une agence de pub qui m'appelle, j'ai le client, donc la marque qui a besoin de faire sa publicité. J'ai le directeur, artistique, j'ai le directeur de produit, j'ai le chef marketing, j'ai le photographe et j'ai toutes ces visions-là, en tant que styliste à l'époque, j'étais toutes ces visions-là à intégrer pour donner la bonne réponse, en termes de vêtements. Donc oui, j'ai appris à avoir une écoute et à comprendre, et à traduire, ce qu'étaient que des demandes. Et j'ai appris aussi en stylisme, en publicité, quand je devais habiller une mannequin pour une publicité, pour du maquillage ou pour une marque de voiture, ou d'informatique. Quand on arrivait au moment vraiment où on rentrait, dans la partie, concrète du sujet, je devais présenter mon stylisme. Donc je me retrouvais dans une salle avec le photographe. Enfin, le photographe, en général, on discutait lui et moi, aussi de notre côté, hein, parce on a aussi une vision, et on veut faire pour le mieux. Donc déjà, il y a une entente préalable un peu avec le photographe, la plupart du temps, sauf quand c'était un photographe qui était un photographe étranger qui arrivait juste de New York pour cette prise de vue-là, voilà. Et donc j'étais donc face à tous ces gens, tous ces décisionnaires qui avaient leur vision, leur idée, et cetera. Et ce que faisais, je proposais toujours 3 directions en stylisme. Je proposais une direction qui était mode, beaucoup trop branchée, beaucoup trop conceptuelle pour qu'elle ne soit pas acceptée. Je proposais la caricature de la vision, du client, de façon bien ringarde, bien ratée, Pour que ce soit pas accepté non plus. bien moche, pour qu'elle soit pas acceptée. Et du coup, au milieu, il y avait ma vision qui était donc, le mi-chemin, entre les 2. Le choix raisonnable. Le choix raisonnable, la voie du milieu, comme diraient nos amis bouddhistes, et ça marchait toujours. Ça, tu l'utilises encore aujourd'hui? Il y a pas vraiment besoin. Si, alors pareil, parce que quand on fait le choix des photos, j'aime bien le faire avec mes clients. C'est, un gage c'est une garantie de qu'on se trompe pas et qu'on donne les bonnes choses. Et pareil, pour moi, c'est la suite de l'échange et du travail qu'on a fait ensemble. Et là, bah, si, alors là, ça va être plus, bah, regarde, tu as choisi, dans ces 10 photos-là, celle-là et celle-là, finalement, elles rendent un peu le même service, elles racontent un peu la même histoire. Quitte à ce que tu prennes 10 photos, est-ce que dans ce cas-là, tu en choisisses une de ces 2-là et que du coup, ça te permette d'avoir une photo, bah, par exemple, qui a un détail, parce qu'il y a au dans ton choix photo, il y a aucun détail et des fois, c'est vrai que visuellement, dans une série, c'est vrai d'avoir des plans rapprochés, des plans plus éloignés. Là, tu as que des plans éloignés, par exemple. Voilà. Donc ça va être comme ça qu'on va fonctionner. Alors c'est plus tout à fait le côté, la photo pourrie, la le stylisme pourri, le stylisme trop branché et le stylisme, du milieu. Mais ça va être plus un travail ensemble, genre, ce que tu veux raconter, est-ce que tu le racontes bien avec ces 10 images-là? Et en général, on est assez vite d'accord, hein. Il y a jamais eu, de bras de fer, où moi je voulais plus qu'il prenne telle photo et où lui il voulait plus prendre une autre photo. On tombe, très rapidement d'accord. Dernière question côté business. Est-ce que aujourd'hui tu gagnes bien ta vie et si oui, combien de temps ça a mis? Non, je la gagne pas toujours bien, et je la gagne pas bien pour 2 raisons, 3, ouf! D'abord parce que je suis arrivée ici, je connaissais personne, donc j'ai un tout petit réseau, donc j'ai peu de prescripteurs, si ce n'est mes clients qui sont fidélisés et qui parlent de moi à d'autres potentiels clients, donc j'ai peu de prescriptions, mais c'est de la prescription efficace. La deuxième, c'est que je suis dans des départements, qui sont pas très dynamiques économiquement. En tout cas, pas forcément sur des secteurs, Où il n'y a pas forcément une demande pour voilà, c'est ton ça. produit à toi. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai plus de constructeurs de maisons qui vont faire entre guillemets du «pavillon», ce qui est très bien, hein, c'est ce dont les gens, ont besoin, que d'architectes qui vont avoir des gros projets, des collèges ou, des maisons d'architectes pour le voilà. Donc je suis quand même sur une niche, dans une région qui est pas très, très dynamique, à ce niveau-là. Et la troisième, c'est que je suis sur une niche qui est saisonnière. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, je travaille quand il y a du ciel bleu et des feuilles sur les arbres, donc ça va faire de
mars à octobre maximum. Donc 6 mois dans l'année. Voilà, c'est ça. Donc me salarier, enfin me rémunérer à hauteur d'un salaire, médian ou minimum, tout 12 mois de l'année sur une activité qui est de 8 mois, j'y arrive pas encore. Ça viendra. Ça, j'espère beaucoup, oui, j'espère. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière de photographe? Une fois, mon appareil photo que j'avais confié, pour une réparation ou un nettoyage et cetera et j'avais pas vu que les réglages avaient été modifiés et du coup, j'arrive sur une séance archi où je fais de l'exposition multiple et Il avait changé tous les non il mais avait je tout réinitialisé? non alors l'exposition multiple, elle y était toujours parce que je l'avais remise, mais c'est surtout que quand j'ai chargé les photos, j'ai eu que du JPEG. Là, j'ai eu un grand moment de solitude. Et ça, je m'y attendais pas quoi et du coup, j'ai un shooting où j'ai tout fait en JPEG, quoi. Bon, ça s'est bien passé quand même? Oui, oui, bah, après le client, lui, il voit pas la différence, hein, mais Bah, c'est l'essentiel. Donc tu fais tes photos proprement dans la caméra. C'est ce que je voilà. dis souvent, tes photos doivent toujours être les plus propres possibles dans la caméra parce que un, c'est moins de boulot derrière. Mmh, Et deuxièmement, si tu as ce genre d'erreur qui arrive, au moins tu as quelque chose d'exploitable. c'est ça. Après les moments difficiles, bah, c'est quand tu perds un client ou des choses comme ça fait toujours de la peine, hein, parce que voilà, encore une fois, je travaille avec le cœur et je m'attache à mes clients donc Mais mais ça c'est la arrive, ça fait ça partie de la arrive, vie. c'est la vie, et oui, parce que comme je suis pas sur du mariage et que je suis sur de l'architecte ou de l'hôtel et restaurant, c'est quand même des clients qui reviennent régulièrement. Si c'est pas tous les ans, c'est tous les 2 ans, Donc quoi. c'est des relations qui s'étalent sur la durée. Ouais, ouais et avec qui il y a du lien qui se crée quelque part. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Bah, c'est des moments comme toi, heu, c'est des moments comme, je reçois un message de Julien Pasternak, dont j'ai écouté le podcast, Dans l'œil du photographe, qui me dit: «Tu voudrais bien être interviewé?» et là, heureusement que je suis assise Hmm. parce que sinon c'est Tu te sens reconnu quelque part? je me sens légitime. Bah, c'est mérité. Je me sens légitime. Voilà, c'est quand Grisette Magazine, pareil, me propose une interview, c'est quand, bah, quand j'étais à Paris, ces 2 artistes, un très conceptuel, multimédia, quand je dis multimédia, ça veut dire sculpture, peinture, vidéo, plein de choses et l'autre peintre me disent: «Ah, on fait une expo ensemble, ça va s'appeler Sous condition, on veut tes photos». Heu, voilà, voilà, c'est quand j'ai des gens de l'extérieur qui font des trucs que je trouve géniaux et qui me disent: «Bah, tu viens avec nous?» et là, je suis assez estomaquée et ça me touche beaucoup et ça m'aide beaucoup parce que, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais je doute beaucoup. D'accord. Et tu as besoin des fois qu'on te rappelle que tu as du talent. Pas que j'ai du talent, ça serait peut-être prétentieux, que je suis à ma place, Que c'est ton métier que c'est et mon qu'on te le boulot reconnaît. et que je le fais, correctement, que il y a un côté artisan, hein, que c'est un travail honnête, quoi. C'est ce que je dis souvent. Avant d'être un artiste, je suis un artisan. Bien, Exactement, bien avant. exactement. La toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain podcast? Alors j'aurais 2 photographes finalement à te recommander en y réfléchissant bien. Il y a Fred Jaguenot, qui est un photographe avec qui qui était mon photographe quand je travaillais dans la mode. C'était, voilà, s'il y en a un qui était Ekel, l'autre était Jekyll. Heu, c'était, Ton âme sœur de la photographie. ah ouais, ouais, ouais et moi j'étais que styliste, hein, à l'époque, hein, mais tous les 2, on était très cinématographiques dans notre vision de travailler dans la mode. On voulait raconter des histoires et on l'a fait et on se comprenait, mais c'était au quart de seconde, quoi et Fred, c'est quelqu'un qui, dès qu'il pouvait, tous les ans, partait quelque part au bout du monde, dans des contrées lointaines et inconnues et faisait des photos, des reportages photos là-bas et il y allait toujours avec un Polaroid parce qu'il y a des gens là-bas et il en faisait le portrait et par respect de ces gens qui parfois ne connaissaient pas la photo, hein, il faisait toujours, 3 fois le même Polaroid, du portrait par exemple, un qu'il remettait à la personne qui se découvrait en photo, parfois pour la première fois de sa vie. Un qu'il conservait pour ses archives, ce qui est devenu une exposition plus tard et un livre et un qui faisait, ce qu'il a lancé, qui était le Polacart. Donc au dos du Polaroid, sur la partie blanche, il séparait en 2 d'un coup de trait et à droite, il mettait l'adresse et à gauche le texte et parfois moi et il l'envoyait et moi, il m'en envoyait de tous ses voyages, j'en ai toujours et parfois le timbre était du côté de la photo sur le portrait avec le cachet de la poste, quoi et
et il a fait des photos de voyage extraordinaires. Et c'est quelqu'un aussi qui travaillait en prod sur la photo et notamment, il était le producteur, en France de Annie Leibovitz et je crois qu'il a travaillé aussi avec, Steven Meisel. Ça, c'est les poids lourds de la mode. Il y a lui que j'aurais tendance à te recommander et un autre qui s'appelle Laurent Nival. C'est un mec assez marrant, très sympa, très humain, très abordable. Je le connais que, virtuellement et je crois qu'il travaille dans l'industrie automobile à très haut niveau et il est photographe à côté de ça et il fait, surtout de la photo de bagnole. Alors les 24 heures du Mans, voilà, mais il va faire aussi des photos d'un garage à Biarritz qui est spécialisé en café racer et alors Laurent Nival, alors moi je suis pas fan des presets, des filtres vintage, mais Laurent Nival lui a créé le sien. Alors Il rend bien. et il rend super bien. Ah et il est copié, plagié, en veux-tu, en voilà, moult fois. Son truc, c'est vraiment les voitures et les motos et je crois que je t'ai envoyé le lien. Tu verras, il a une belle signature, je trouve. Je vais regarder ça. Et je mettrai les liens dans les notes d'épisode Ouais, également. ouais, le 24 heures du Mans qu'il a fait, c'est, voilà, moi, je suis une fille, je suis pas censée être une fan de grosses mécaniques. Pourtant, j'ai fait des photos de voitures, parce que j'ai une vieille Mini et j'adore les vieilles Mini. Moi qui suis pas une fan de photos et de photos de bagnole encore moins, bah, j'adore ce qu'il fait. D'accord. Bah, je prends note et puis je vais les contacter. On va voir ce que ça donnera par la suite. Ouais, ah bah, ce serait super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Valérie? Alors sur mon site internet, c'est valérie-servant.com, on me trouve là. J'ai aussi une page, Facebook, c'est, Valérie Servant photographie, donc à l'anglaise avec un Y. Et puis sur mon site internet, oui, donc il y a les séries, il y a les galeries et puis il y a toujours des textes que j'écris moi-même et auxquels j'apporte beaucoup de soins. Très bien. C'est noté. Bah, je te remercie beaucoup, Valérie, d'avoir passé ce petit moment avec nous, d'avoir ouvert ton œil comme tu l'as fait. Merci et mon cœur. On a enregistré 2 heures, ce sera un petit peu plus court Tu au vas montage couper, hein? parce qu'il y aura des petites coupures. Ouais, Mais je te remercie beaucoup d'avoir ouvert ton œil comme tu l'as fait. C'était vraiment très sympa, c'était très intéressant merci. de découvrir ta vision des choses. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à Paris si tu passes un de ces jours. Moi aussi, vraiment. Merci en tout cas, Valérie. Merci À beaucoup très à bien. toi. À très très À bientôt. très bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Valérie Servant. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode, dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.